Win, the yes needs the no to win. Again the no. Je suis quand même ennuyé que dans l'intervalle, vous soyez devenu, vous, l'homme du passif. Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Avec moi, vous parlez de choses sérieuses. Je vous demande de vous arrêter. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Il y a un risque révolutionnaire en France. On est envahi de gays. C'est toi qui as dit ça? Bah dis ça, on peut le dire. Terminé. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Politique, troisième et dernière émission au Parlement européen de Strasbourg. Ce soir, je reçois l'eurodéputé Jean-Marie Cavada. L'Hebdo Politique, Nicolas Kirillovitz. Jean-Marie Cavada, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Vous êtes né le 24 février 1940, vous avez donc 74 ans. On connaît l'homme de médias, l'homme politique, l'homme public, mais finalement peu votre parcours si riche et si atypique. Vous perdez votre famille au début de la Seconde Guerre mondiale, vous êtes élevé par l'assistance publique et une famille d'accueil, vous passez votre enfance dans les Vosges. Ce sont vos enseignants qui vous ont donné le goût des études. Vous débutez la radio dans les années 60, puis viendra la télévision, l'ORTF, FR3, TF1, Antenne 2. Vous gravissez rapidement les échelons. On dit de vous à l'époque que vous savez vous entourer, que vous êtes exigeant mais aussi parfois excessif. C'est vrai encore aujourd'hui ? Oui, parce que l'exigence n'a pas de limite dès l'instant qu'on sait que le champ de l'amélioration est ouvert et ça fait partie des qualités qui engendrent aussi des défauts et j'en ai quelques-uns de défauts. C'est avec La Marche du siècle diffusée sur FR3 que vous allez asseoir votre notoriété à l'antenne pendant 13 ans. Patron de la 5e, de RFO et de Radio France, vous quittez le milieu journalistique en 2004. C'est le début de votre engagement politique. Vous conduisez à l'époque la liste UDF du Sud-Ouest aux européennes. Et là, banco, vous êtes élu. C'est une première. C'est votre première. On fait même 2 députés sur cette liste, oui. En 2007, vous soutenez François Bayrou, candidat à la présidentielle, avant de prendre vos distances et vous créez votre propre mouvement, Avenir démocrate. Mais en 2009, c'est sous l'étiquette Nouveau Centre que vous vous représentez aux européennes en Ile-de-France. Vous êtes à nouveau élu. Et donc vous allez essayer de briguer votre 3e mandat européen. Le 25 mai prochain, vous êtes second sur la liste Les Européens de l'Alliance UDI-Modem en Ile-de-France. Avec vous, nous allons parler éducation et libre circulation. Mais tout de suite, c'est l'heure du Money Time. L'Hebdo Politique, le Money Time. Et pour commencer cette émission, le Money Time, une série de questions-réponses rapides. Le but, Jean-Marie Cavada, apprendre à mieux vous connaître, mais aussi voir si vous suivez l'actualité. Vous êtes prêts ? Je vais essayer. Connaissez-vous les bitcoins ? Ah, le bitcoin, oui, c'est le paiement électronique avec toute l'expansion du numérique. Par conséquent, oui. Exactement, il s'agit d'une monnaie virtuelle créée en 2009. Et pour l'information, Monoprix envisage d'accepter les paiements en ligne avec cette monnaie numérique. La Banque de France estime, elle, que cette monnaie numérique est hautement spéculative. Jean-Marie Cavada, pendant tout le monde y viendra. Tout le monde y viendra, c'est une certitude. Ah oui ? Oui. Jean-Marie Cavada, pendant une quarantaine d'années, vous avez été journaliste, reporter, présentateur, producteur, patron de chaîne. Si je vous parle des anges de la télé-réalité, des ch'tis à Hollywood ou encore du Bachelor, ça vous parle ces émissions ? Oui, je sais de quoi il s'agit et je sais même que les anges en question dont vous parlez, qui est une émission formidable parce que vous pouvez vous brosser les dents, siffler, chanter ou lire, il ne se passe rien. C'est une production de Monsieur Fabrice Delarue. Ouais. Ce sont des émissions justement que vous auriez pu produire ou mettre à l'antenne ? Pas, non. Impossible ? Non, parce qu'on ne peut pas appeler ça une émission, mais c'est comme un couloir de prise unique, c'est bien, on voit des gens qui passent, alors ils ne sont pas toujours très habillés, parfois ils causent aussi, ça c'est déjà un peu plus ennuyeux. Pour un dîner, vous inviteriez Hervé Morin, Jean-Louis Borloo ou François Bayrou ? Bon, les trois sont intéressants du point de vue différent. Bayrou est cultivé, Morin est un camarade extrêmement agréable qui ne manque pas de culture non plus, mais qui est plus, je dirais, libre de lui-même, il n'a pas de posture. Et quant à Borloo, c'est un homme très, très intéressant et assez étrange au fond. Il n'a de doctrine sur pas grand-chose, mais c'est un merveilleux inventeur de boîtes à outils, le Grenelle de l'environnement, comme l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, ces choses, fallait le faire et il l'a fait. Si vous devez faire un choix ? Écoutez, je vais dîner tout seul. Savez-vous quel est le pays de l'Union européenne qui a le coût du travail le plus bas ? Non, je l'ignore. C'est la Roumanie. C'est la Bulgarie avec 3,70 €. À titre de comparaison, en France, c'est 34,30 €.
Pour vous déplacer en ville, vous êtes plutôt voiture, vélo ou marche à pied? Alors, si c'est pas loin, c'est marche à pied, je Ouais. marche. Et sinon, c'est voiture parce que ma voiture, c'est mon bureau. Mais je sens bien qu'il va falloir que je me mette au scooter ou au vélo. 77% des Français estiment que les choses en Europe vont dans la mauvaise direction. Comment inciter les électeurs à aller voter aux européennes au mois de mai prochain? Oh ben ça, écoutez, c'est pas dans cette émission qu'on va le résoudre, puisque de longues années ne l'ont pas réussi. Mais il faut comprendre juste une chose assez simple. Nous vivons dans la mondialisation, c'est-à-dire que tous les produits et tout le monde circulent partout. Dans ces conditions, comment être une puissance suffisamment, je dirais, moderne et offensive du point de vue économique pour donner du travail à tout le monde, préserver la richesse individuelle de ceux qui travaillent, ne pas se faire dévorer par les nouveaux grands tigres de la mondialisation. Je parle de la Chine, de l'Inde, du Brésil, bientôt de l'Afrique, je n'ai pas parlé de la Russie et naturellement, comme toujours, les États-Unis. Nous avons besoin de nous constituer dans une grande zone continentale pour peser dans l'ordre mondial. Et à l'intérieur de cet ordre mondial, il faut que les gens sachent que la seule façon de préserver l'avenir de la France, c'est qu'elle soit bien abritée et se modernise dans la construction européenne, dans l'Union européenne. Évidemment, en disant ça, ce sont des idées, je le reconnais. Mais vous savez, il y a une autre chose que je veux dire, donner envie d'aller voter, c'est simple. Les Européens ont une façon unique de vivre, le fameux bien vivre ensemble qui repose sur notre exigence des libertés et notre exigence des cultures. Eh bien, c'est ce qui doit être préservé dans l'Union européenne. Dernière question, pour vous informer, vous préférez regarder le journal de 20h de TF1, de France 2 ou le 1945 d'M6? Aucun des trois ne me satisfait. Je regarde alternativement quand j'ai le temps. Par exemple, le week-end, je commence par M6. Les titres respectifs de la 1 et de la 2. Et ensuite, je vois le corps des développements. Mais ça, c'est une maladie de journaliste en réalité. L'hebdo politique sur Sensation. Premier thème de cet hebdo politique, l'éducation et l'Europe. Ici au Parlement, il y a une commission qui est dédiée en partie à l'éducation. Vous en êtes membre, Jean-Marie Cavada. Ce n'est pas la commission forcément la plus connue. Concrètement, en termes d'éducation, que fait cette commission? De quel pouvoir disposez-vous? Alors d'abord, c'est une commission qui s'occupe d'encourager les États à développer l'action culturelle à l'intérieur de chacun des États et l'action éducative et l'action de formation. Elle traite aussi de sport, mais ce n'est pas mon domaine, et des questions de la jeunesse, mais de façon quand même extrêmement lointaine, parce que ces domaines que je viens d'énumérer sont de la responsabilité première des États, pas de l'Union. Alors que faisons-nous? Eh bien, ce que nous faisons, c'est essayer de pousser en avant le développement de la culture, de pousser en avant le développement de l'éducation et notamment le développement des langues et de la formation professionnelle, une maladie française par parenthèse, parce qu'on a tendance à privilégier les diplômes des grandes écoles, universités, etc., mais pas du tout la formation professionnelle alternée qui pourtant est pourvoyeuse de métiers de façon remarquable, comme on le voit dans tous les pays du Nord. C'est toute cette affaire-là. Par ailleurs, je suis particulièrement spécialisé dans ce qu'on appelle l'univers des médias, qui comprend maintenant non seulement la presse écrite, la radio, la télévision, mais aussi Internet. Et d'ailleurs, c'est si vrai que j'ai, en dehors même de la commission culture, depuis 10 ans, créé et présidé, c'est encore le cas, l'intergroupe médias. C'est une organisation à l'intérieur du Parlement qui rassemble toutes les familles politiques qui s'occupent de médias, afin de préserver la liberté des médias, non seulement du point de vue politique, économique, mais aussi du point de vue de leur financement, et d'autre part la protection des sources journalistiques, ce qui est très important pour une démocratie, pour ne parler que de ça. Et enfin du droit d'auteur. Sur l'éducation, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une politique de l'éducation en Europe ou c'est faux de dire ça? Il n'y a pas réellement une politique de l'éducation puisque les pays, comme je viens de vous le faire comprendre, ont chacun l'autorité finale sur l'éducation. Mais il y a un mouvement général de l'éducation en Europe que l'Union européenne pousse en effet. Notamment, c'est tout à fait remarquable par les systèmes qu'elle a préservés. Erasmus, c'est le seul budget de l'Union entre 2014 et 2020, dans une Union qui est en crise financière, qui non seulement ne se contente pas d'être maintenu, mais qui est augmenté de plus 40%. Cela dit, ça touche à peine 6% des étudiants, et ceci doit être totalement amplifié. Il faudrait arriver sur une 10 ou une quinzaine d'années à ce que la majeure partie des étudiants d'un pays puissent passer avec reconnaissance de l'équivalence de diplôme 6 mois dans un autre pays. Et ça, on en est loin encore. Et ceci serait une chose extrêmement fondamentale pour avoir, je dirais, une connaissance commune des pays avec lesquels nous vivons. Alors vous le disiez, l'éducation est encore un domaine réservé majoritairement à la souveraineté de l'État. Êtes-vous favorable à une plus grande intégration à ce niveau-là? Faut-il finalement aller vers une harmonisation des
système éducatif européen? Alors oui, parce que harmonisation, mettons bien les choses en place, ça ne veut pas dire uniformisation, ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Ça veut dire simplement deux types de choses. L'enseignement des langues, la connaissance des pays voisins et surtout, troisièmement, l'équivalence et la reconnaissance de cette équivalence des diplômes, de façon à créer une sorte de marché éducatif qui soit, je dirais, de très bon niveau. Et on sait bien que l'Europe souffre actuellement d'une disparition progressive, en tout cas d'une inflexion négative de son univers de la recherche, ce qui est très dangereux parce que s'il y a plus suffisamment de recherche, il n'y aura pas suffisamment de brevets, pas suffisamment d'entreprises exploitant ces brevets, donc pas suffisamment d'emplois, notamment dans les métiers d'avenir pour les jeunes. Et ça, c'est très important. Peut-on imaginer, par exemple, demain des cours de culture européenne ou des facultés européennes, carrément? Bien sûr, non seulement on peut l'imaginer, mais il faudrait. Strasbourg devrait être une capitale universitaire européenne. Ce serait d'ailleurs sa vocation, puisque c'est une ville symbole, martyre, à cheval sur deux langues, le français et l'allemand. Et d'autre part, il me semble que c'est absolument très important que nous connaissions un minimum de pays environnants, ne serait-ce que pour pouvoir aller y travailler, y séjourner, y faire du tourisme. Mais il en va de l'éducation comme de la culture. Il n'y a pas une personne à l'écoute de notre émission qui n'ait dans son cœur ou dans son cerveau un auteur étranger, un musicien étranger, un architecte étranger, que sais-je, un peintre, enfin bref. On connaît tous des gens qui ne sont pas français et qui font partie de notre culture. Hein. Eh bien, de même que les Allemands connaissent parfaitement bien Victor Hugo, etc. Eh bien, nous devons amplifier ça parce que ceci conditionne notre compréhension de nos voisins et donc l'harmonie du bien vivre ensemble en Europe, ce qui est très important. Je reviens rapidement sur le programme Erasmus qui permet aux étudiants européens de partir étudier à l'étranger 1 an. Il avait été un temps menacé quand l'Europe cherchait à réaliser des économies de budget. Maintenant, c'est plus le cas. Est-ce que c'est dans le marbre ça? Est-ce que c'est sûr qu'on n'y touchera plus? D'abord, il n'avait pas été réellement menacé. On n'en avait pas la preuve, mais Alain Lamassoure et moi, nous avions peur qu'on y touche parce que le budget étant naturellement extrêmement difficile dans ces années de crise financière, c'était assez tentant de raboter. Et ça aurait été une faute intellectuelle très grave, mais vous savez, on n'est jamais à l'abri de fautes graves dans ces métiers-là, comme dans d'autres d'ailleurs. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est non seulement que ça n'a pas été raboté, mais c'est que ça a été augmenté, comme je vous l'ai dit, de 40%, ce qui est le seul budget de l'Union augmenté, et c'est bien la moindre des choses si on veut avoir une ambition européenne qui commence naturellement par les cerveaux des jeunes étudiants. En matière de niveau scolaire, il y a un classement qui fait référence dans le monde entier, c'est le classement PISA. Le dernier est tombé en décembre dernier et il n'est pas forcément flatteur pour l'Europe, même si le niveau des jeunes de 15 ans s'améliore dans l'ensemble. L'Europe se fait distancer par les pays asiatiques. À quoi est-ce dû selon vous? Un manque de moyens? Alors d'abord, il en est du classement, c'est-à-dire du baromètre, comme de tous les baromètres. Hein. Cette mécanique, elle est faite dans un but bien précis, d'identifier les meilleures écoles, universités, facs, etc., dans le but, je dirais, de la formation au marché productif, c'est-à-dire à l'économie. Hein. Alors, dans ce domaine, nous ne sommes pas bons. Très clairement, nous avons une grande crise de la formation en Europe et de la recherche. Je voudrais d'ailleurs m'éloigner un instant du classement PISA, parce que d'abord, je n'en suis pas un spécialiste. Pour dire une chose, je tire la sonnette d'alarme. L'Europe est en perte de vitesse dans la recherche et notamment dans ce qu'on appelle les NBIC, les nanotechnologies et les biotechnologies, l'univers de l'informatique et du satellite avec son autonomie et ce qu'on appelle la recherche cognitive. Le futur. Exactement. C'est-à-dire que si nous ne prenons pas des moyens très importants pour développer ça, ça veut dire que toutes les prochaines inventions qui vont arriver à partir des années 30, 2030 à peu près, vont venir d'ailleurs. Ça veut dire que l'Europe sera un marché dont on prendra l'argent pour acheter les technologies venues d'ailleurs. Et ça, c'est vraiment une faiblesse extrêmement inquiétante. C'est pourquoi c'est un manque de moyens, du coup. Oui, je préconise que l'Europe lance, dès la rentrée de septembre, là, après à la prochaine mandature, un grand emprunt sur les marchés internationaux par l'intermédiaire de la Banque européenne d'investissement, afin de le consacrer, cet emprunt, à la création de plateformes de recherche scientifique pour attirer les chercheurs du monde entier, favoriser leur établissement, pour que l'Europe redevienne un continent d'invention, ce qui n'est plus le cas. Vous pensez que l'Europe aujourd'hui n'a pas conscience de cette urgence?
La conscience européenne est largement noyée dans un peu d'indifférence et dans beaucoup d'hésitation. Vous savez, les pays qui sont stagnants ou déclinants pataugent un peu. C'est comme les enfants à qui on apprend à nager. Hein. Ils mettent de l'eau un peu partout, ils aspergent, les pieds vont dans un sens, les bras vont dans un autre et tout ça n'avance pas. L'Europe est au milieu du gué. Sa construction n'est pas finie. Simplement 5 secondes. Réfléchissons ensemble, ceux qui nous écoutent, vous et moi. Quel est le sens d'une population de 550 millions d'habitants, dont les gouvernements ont signé des traités pour travailler ensemble au sein de l'Union, mais dans ce véhicule commun, il y a un volant et derrière le volant, il n'y a personne. On voit bien que ce n'est pas sérieux. On voit bien que c'est dangereux. Faut-il attendre que tous les autocrates qui vivent un merveilleux printemps, Orban en Hongrie, Poutine à Moscou, nous cognent sur la tête pour voir que nous avons besoin d'avoir un gouvernement de la zone euro d'abord et de l'Europe ensuite, afin de défendre les intérêts immédiats et du futur des futurs jeunes Européens. Voilà le bon sens. Quand vous avez dans une famille un adolescent qui a des difficultés, vous ne le lâchez pas de la nature, vous l'accompagnez jusqu'à ce qu'il soit installé et qu'il soit organisé, ordonné et qu'il ait trouvé sa place dans la société. C'est ce qu'il faut faire pour l'Europe. Et ça, c'est la responsabilité des citoyens qui portent, excusez-moi de vous le dire, mesdames, messieurs qui nous écoutez, une certaine responsabilité pour avoir déserté les urnes européennes depuis si longtemps. Il n'y a pas un Français sur 2 qui va voter sur l'Europe. Il faut que ça change, cette chose. S'il vous plaît, mobilisez-vous. L'Europe, c'est vraiment votre affaire et votre avenir. Pour revenir sur l'éducation, est-ce qu'en cette période de crise, finalement, les pays ne se disent pas on va sabrer l'éducation et la recherche parce qu'il faut faire des coupes et chercher de l'argent? Et ça, c'est notamment à cause de l'Europe en partie. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. D'abord, c'est pas à cause de l'Europe, puisque l'Europe n'a pas le pouvoir financier sur l'éducation qui est là. Je pense à la Troïka qui impose des règles précises. Non, mélangeons pas tout. On va parler de la Troïka si vous voulez. D'abord, l'éducation et les budgets de l'éducation, c'est l'affaire des gouvernements. La France, par exemple, n'a pas touché à ses budgets d'éducation, même si ses résultats ne sont pas encore suffisamment bons. Elle n'a pas touché à ses budgets. Elle a même promis de réengager à peu près 60 000 enseignants. Par parenthèse, le problème de l'éducation nationale française, ce n'est pas le nombre d'enseignants, il en faut, vraiment. C'est l'administration de l'éducation qui n'a pas tenu compte de la révolution informatique. C'est là où il y a du grain à moudre, c'est là où il y a des économies à faire pour les remettre sur le terrain. Bon, ça c'est une chose. Quant à l'Europe, eh bien, en matière d'éducation, elle encourage cette affaire. Vous parliez de la Troïka, c'est autre chose. La Troïka, c'est un groupe de 3 organismes financiers responsables qui aident les pays endettés à refaire surface. Ça a été très dur ce qu'ils ont imposé en effet. Mais Grèce notamment Grèce, Portugal, Irlande, Espagne, un peu Italie. Et d'ailleurs nous, Français, on n'est pas passé très loin. Mais qui est responsable de ça? Les gouvernements qui se sont endettés, pas l'Europe. Heureusement qu'il y avait l'Europe pour aider. Cela dit, moi je partage l'idée des sociodémocrates, des gens du centre-gauche dont je fais partie en réalité, à savoir que si la rigueur budgétaire était nécessaire pour rétablir des finances parce que ça pénalise la croissance, le déficit. Il fallait aussi accompagner cette rigueur par des éléments de redéveloppement immédiat de la croissance. On ne l'a pas fait, ça a été plus dur que ça n'aurait dû l'être. La France, elle, décroche, elle n'est plus que 25e au classement PISA. S'il y a une réforme à faire dans l'éducation nationale française, selon vous, c'est laquelle aujourd'hui? Je ne crois plus à la fonction nationale de l'éducation. C'était bien du temps de Jules Ferry, c'est-à-dire l'accès aux matières fondamentales pour tout le monde, quelles que soient vos origines sociales. Ça, bien sûr, il faut le conserver. Mais les régions, et surtout maintenant que le gouvernement semble vouloir, en tout cas il en a l'idée, on verra quelle exécution il en fait, mais semble avoir une bonne idée de regrouper les régions françaises qui auraient une taille critique en les divisant le nombre par 2, alors on pourrait avoir de grands pôles universitaires en effet, et ça ce serait très intéressant. Il faudrait que les régions, et notamment les ensembles académiques régionaux qui se regroupent, aient l'autorité de concourir à l'excellence par eux-mêmes. Ce qui est national au fond, c'est le salaire des éducateurs, c'est quelques matières de base que tout le monde doit partager, et c'est surtout social, c'est-à-dire que quelle que soit ton origine, fils de bourgeois, fils de riche ou fils de pauvre, ce qui fut mon cas, eh bien, et grâce à la République j'ai pu m'élever, eh bien vous puissiez avoir accès aux mêmes études, c'est-à-dire un bon système de bourse, point final. Pour le reste, il n'y a de national dans l'éducation que la puissance syndicale, et on voit bien que tout ça bloque. Il faut changer, il faut que notre pays se modernise dans le respect des gens. Ça passe par la réforme des collectivités territoriales. Bien entendu, ça passe par la réforme du grand ministère de l'Éducation qui n'est pas national du tout. C'est le ministère des mutations syndicales qui est national. Rien d'autre, il faut le dire. Il faut arrêter de se vautrer dans des a priori. Ces choses ne marchent plus. Le pays a besoin d'oxygène. Depuis 1968, il réclame de l'oxygène, y compris dans l'éducation.
l'immigration. Donnons-le lui. Benoît Hamon a été nommé ministre de l'Éducation nationale par Manuel Valls. Pour vous, il fera un bon ministre de l'Éducation ? Je juge les résultats sans a priori sur le travail qui sera accompli. Pour l'instant, je ne vois rien venir parce qu'il vient d'arriver, le pauvre. Je le connais, c'est d'ailleurs avec un homme avec qui j'ai toujours eu d'assez bonnes relations au Parlement européen. Nous verrons bien ce qu'il fera. Je spécule que le navire est très difficile à modifier. Très difficile. D'autant plus qu'il y a là, disons les choses, une clientèle électorale relativement importante de la majorité au pouvoir, ce qui ne facilite pas le gouvernement hors des partis et je dirais hors des préjugés politiques. À titre personnel, que pensez-vous de la réforme des rythmes scolaires ? Une réforme qui fait polémique depuis plusieurs mois déjà à propos de son coût notamment. Faut-il la revoir, la remettre à plat ? Qu'est-ce qui fait polémique? Est-ce que c'est la réforme ou est-ce que c'est son délai d'application ou est-ce que c'est son coût? Ce n'est pas la réforme qui est une bonne idée. Je le dis en saluant le travail de mon vieil ami Vincent Peillon, excellent député européen avant que d'être ministre. En revanche, l'entêtement à vouloir la démarrer tout de suite sans que les communes aient le temps de s'organiser et surtout sans qu'elles aient trouvé le moyen en relation avec les collectivités ou avec l'État, de financer ça, c'est une mauvaise idée. L'impatience n'est jamais bonne conseillère quand on veut transformer les choses. Il faut dialoguer et puis ensuite décider, puis s'y tenir. Mais si Vincent Peillon a été exécuté par le président au motif que sa réforme ne plaisait pas, alors je critique le président et non pas le ministre parce qu'il ferait quand même une fois pour toutes que dans ce pays, quand on a une idée qui modernise quelque chose, on s'y tienne et on ne ballotte pas les gens, ni les idées, ni les structures, au gré de 3 sondages et de ma caméra du 20h, qui sont vraiment, je dirais, des démagogies impossibles. Je vous propose maintenant de faire une pause musicale. On revient tout de suite après pour parler de libre circulation. L'hebdo politique sur Sensation. De retour dans l'hebdo politique avec Jean-Marie Cavada, second de la liste Les Européens en Île-de-France du rassemblement UDI Modem. Nous allons parler désormais libre circulation, la libre circulation des citoyens qui est assurée depuis l'entrée en vigueur en 1995 de l'accord de Schengen. C'est devenu un pilier de la construction européenne, un pilier souvent remis en cause à l'approche des élections, notamment par les partis eurosceptiques. À titre personnel, Jean-Marie Cavada, faut-il remettre en cause ces accords ? Alors, permettez-moi de reprendre quelque chose dans votre expression. Je ne ferai pas le prof de français en disant second, ce qui voudrait dire qu'il n'y a pas de troisième. Or, je ne suis que deuxième puisqu'il y en a quand même 28 autres derrière. Pardonnez-moi, mais ça, c'est pas pour vous que je dis ça, c'est pour tout le monde, parce qu'on ne parle plus français dans ce pays, ce qui est toujours un petit peu gênant. Mais la deuxième chose que je voudrais vous dire, s'agissant de votre question, que j'ai d'ailleurs totalement oubliée, c'était quoi la question ? Est-ce qu'il faut remettre en cause ces accords de Schengen, la libre circulation, est-ce qu'il faut la revoir ? Non, alors la deuxième chose que je voudrais reprendre, et ça n'est pas là non plus à votre usage, mais il est commun en France de dire que les eurosceptiques, non, ce n'est pas des eurosceptiques, c'est des anti-européens. Il y a 3 courants d'opinion en France sur l'Europe. Il y a ceux qui sont pro-européens avec des nuances, les fédéralistes, ceux qui sont pour les coopérations renforcées entre gouvernements, mais ils sont pro-européens. Il y a les sceptiques, c'est ceux qui se demandent, c'est même comme le nom l'indique, ils doutent, se demandent, ils doutent. Ils sont un peu favorables à quelque chose, ils ne sont pas favorables à d'autres choses, ils doutent, ils ont besoin eux-mêmes d'avoir des précisions pour faire leur jugement. Et puis il y a un parti de la peur, il y en a même 2. L'extrême droite, le Front National, et l'extrême gauche, le Front de gauche, qui sont des anti-européens. S'il vous plaît, dans un moment où le pays est en désarroi, n'introduisons pas des confusions dans le jugement. Ceux-là, les anti-européens... Remettent en cause Schengen. Ils remettent en cause Schengen. Alors, je voudrais dire une chose assez simple. Ils le remettent en cause, pourquoi ? Parce qu'ils ont peur de l'immigration, d'accord ? Ou plutôt, ils attribuent à l'immigration tous les maux d'une république qui ne marche pas bien, ce qui s'appelle la France. C'est vrai que l'immigration doit être un vrai sujet sérieux mis à la portée des Français. Il n'y a jamais eu de véritable débat sur l'immigration en France parce qu'on a toujours mélangé 3 choses. Immigration, le flux de ceux qui veulent venir en Europe. Intégration, comment les intégrer dans un pays. Et une bizarrerie, identité nationale. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans ? Je vous le demande. Ce mélange des genres est déjà une sorte de présupposé et qui tente à prouver qu'on ne veut pas résoudre l'affaire. Vous êtes convaincu par Schengen ? Je pense que Schengen doit être maintenu, mais contrôlé. Le contrôle des frontières n'est pas bon. À l'est, c'est un peu une passoire, mais au sud, c'est pire pour une raison simple, c'est que nous avons voulu le contrôle sans les moyens du contrôle. Il faut, comme au Canada, des moyens de contrôle qui sont, par exemple, pour la Méditerranée, une flotte, bateau, pour que ces malheureux ne sombrent pas en mer, ne périssent pas noyés, des hélicoptères pour les surveiller, mais d'autre part, il faut aussi une politique de co-développement des pays d'origine beaucoup plus forte pour stabiliser la main-d'œuvre, qui est une œuvre de longue haleine. Ça va prendre 20 ou 30 ans, cette affaire. Elle n'a pas réellement été mise en place. Nous mentons sur l'immigration.
nous mentons. Nous ne disons pas ce que c'est que l'immigration. Je vous en dis un mot si ça vous intéresse. On va en reparler, mais D'accord. juste pour avoir votre avis sur un autre point, vous le disiez, c'est les anti-européens qui remettent en cause Schengen, mais pas que. Oui, bien sûr, Laurent pas que, Wauquiez, oui. vice-président de l'UMP, veut sortir de Schengen. Comment expliquez-vous cela, que même les partis dits traditionnels ne soient plus convaincus par l'un des piliers? Je ne sais pas trop par de quoi l'Europe. sont convaincus les partis dits traditionnels. Vous faites allusion au Parti socialiste et dans ce cas précis à l'UMP, parce Exactement. que l'UMP qui comporte en son rang des anti-européens, voire Guénaud, des sceptiques d'eux-mêmes d'ailleurs, voire tous ces gens que vous venez de citer, et des pro-européens, genre Raffarin, genre Lamassoure, et des gens qui envisagent très sérieusement l'avenir de la France dans le continent, parce que sans l'Europe, on n'a aucun avenir, nous Français. Alors c'est un rassemblement, c'est même plus un parti, parce que sa doctrine est émiettée au moins en 3 morceaux. C'est insensé de voir des gens qui font partie d'une famille qui a signé les traités. Schengen a été signé par les gouvernements français. Et dire aujourd'hui, mais non, il ne faut pas. Non, ce n'est pas Schengen qui est en cause. C'est la protection des frontières que suppose Schengen. Or, ces pays, la France comprise, moi j'étais président dans le précédent mandat entre 2004 et 2009, de la Commission des libertés civiles, dans son portefeuille, il y a l'immigration. Il y a plusieurs choses, les libertés, mais il y a aussi l'immigration. Quand nous avons demandé aux gouvernants, dont le gouvernement français, des moyens accrus pour Frontex, qui est l'agence de protection des frontières, plusieurs pays, dont la France, s'y sont opposés, alors qu'ils ne viennent pas pleurnicher maintenant. Ces gens ont menti à la population. Il faut que ce soit clair, ces choses. D'ailleurs, d'après un sondage IFOP, 59% des Français souhaitent la remise en cause de ces accords de Schengen. Parce qu'ils ne sont pas informés, les Français. C'est ça, c'est un problème d'information? Bien entendu. Et puis aussi parce que le pouvoir de l'organisation de Schengen a été saboté. On a fait semblant de dire qu'on avait des frontières qui protégeaient, mais les moyens mis à la protection des frontières sont des moyens passoires. Et quant au sud, c'est-à-dire la Méditerranée, eh ben, il n'y en a pratiquement pas. Ce qui fait peser sur l'Italie, sur la Grèce, sur l'Espagne, des charges terribles à cause du flot d'immigrants venus de l'Afrique, venus du Maghreb, venus du Machrek et venus d'Asie qui arrivent. C'est quand même pas très sérieux d'avoir une liberté de circulation à l'intérieur de l'Union et de ne pas protéger les frontières. Et c'est ça que veut dire le 50 et quelques % des Français qui veulent remettre en cause Schengen. C'est pas le principe, c'est l'application du principe. En ce moment, ce sont les travailleurs détachés qui font polémique et dont on parle beaucoup dans les médias notamment. Ces travailleurs qui viennent généralement d'Europe de l'Est pour venir travailler en France ou dans les pays d'Allemagne ou les autres pays de l'Ouest, mais qui coûtent beaucoup moins cher et que l'on accuse de dumping social. N'y a-t-il pas des imperfections dans ce système? Si, vous avez raison, monsieur. Il y a des imperfections et d'ailleurs, dans la dernière session du Parlement européen à Strasbourg en avril, il y a eu une amélioration considérable de ce texte. Quel est le principe des travailleurs détachés? C'est qu'ils soient payés selon les lois du pays où l'on travaille et que le fruit de leur cotisation soit perçu dans les pays dont ils sont originaires et dans les systèmes dont ils dépendent. Le problème, c'est que chez nous, les cotisations sont plus élevées qu'ailleurs. Alors, il y a ça, mais il y a des accords, mais il y a une deuxième chose. Il y avait beaucoup de triche et pas assez de surveillance de ces affaires. Je suis partisan qu'on renforce les pouvoirs de l'inspection du travail dans ces domaines parce que beaucoup de secteurs professionnels, bâtiments et autres, il n'y a pas que, employaient des gens à des salaires vraiment très bas, ce qui fait que ça pousse à la fraude. Les entreprises, si elles pouvaient employer des gens à des salaires moins chers, puisque ce sont des immigrés, se disait-il, à la place des Français, à la place des salaires français, évidemment, ça poussait la recherche de travailleurs immigrés qui étaient moins payés. Donc, il faut que ceci qui est illégal, et l'Union européenne vient de le redire par un vote, soit sanctionné, contrôlé et sanctionné. Alors, on a voté, on a fait des nouvelles règles. Est-ce que ça veut dire que ces abus, c'est fini? Alors, si ces abus sont surveillés et si la règle que nous venons de voter est bien appliquée, vous savez, les lois, c'est toujours le même principe. Les grands principes sont dans les lois, puis après, l'application, parfois, c'est vraiment très mou du genou. Et dans ces conditions-là, évidemment, on ne peut pas espérer que les lois soient bonnes, qu'elles soient efficaces. Mais là, le texte voté par le Parlement européen, il est tout à fait sans aucune ambiguïté et il met de l'ordre dans cette affaire. Et on a raison de le faire. En 2002, il y avait 16 500 travailleurs détachés en France, un peu plus de 144 000 en 2011. Le chômage a lui, entre-temps, continué à exploser dans notre pays. Vous dites quoi aux gens qui disent « Oui, mais ces travailleurs de l'Est, ils viennent nous prendre notre boulot et nous, on est au chômage ». On ne peut pas dire ça. C'est des propos, ça, je dirais, vraiment d'une démagogie qui ne réfléchit pas. Beaucoup des métiers que ces travailleurs viennent prendre sont des métiers que les Français, pour des raisons de formation ou de choix, ne veulent pas occuper. Vous le voyez d'ailleurs un petit peu partout, c'est des métiers sans qualification. Donc, ça n'est pas exact de dire ça. Mais par ailleurs,
c'est vrai qu'une partie des métiers, une petite partie, mais une partie, sont occupés par des gens venus de l'immigration. Mais dès l'instant que l'immigration serait légale et contrôlée, je ne verrais aucun obstacle à ce que cette immigration occupe des métiers. Le vrai problème de la France, c'est la formation aux métiers de plus-value. C'est ça. Et c'est quand je parlais du chômage des jeunes tout à l'heure et quand je vous parlais d'un grand emprunt qu'il faut faire, notamment dans les métiers de recherche, pour donner du boulot aux jeunes gens qui arrivent, c'est bien de ça qu'il s'agisse. Il y a une troisième chose en France, c'est valoriser à égalité de diplôme la formation alternée, ce que nous ne savons pas faire, ce que les Allemands font très bien et les Danois aussi. Par conséquent, c'est une facilité que des partis politiques qui devraient aider les gens à se sentir souverains dans un pays qu'ils veulent moderniser et les aident à ne pas sombrer dans la démagogie. C'est un pur scandale dans ce moment de difficulté d'entendre des partis qui disent « tout ça c'est de la faute des immigrés, tout ça c'est de la faute de l'Europe ». Qu'est-ce que nous ferions sans l'Europe ? Dévaluation de 30% de la monnaie, ça veut dire que vous prenez un billet de 20 €, ça veut dire 2 heures de travail qualifié. 30% de dévaluation, vous travaillerez 3 heures, mais vous n'en toucherez que 2. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Non. Ça veut dire aussi sortir de l'Europe. Ça veut dire des centaines de milliers de chômeurs supplémentaires parce que 60% de la production ou des services français ont pour clients les pays de l'Union européenne. Là, il faudrait payer des droits de douane pour vendre nos produits. Vous voyez un peu le chômage massif. On n'a pas le droit dans le monde moderne de tenir des propos socialement et politiquement criminogènes. Vous avez entendu mon terme, criminogène. Alors on l'a dit, la politique d'immigration européenne pose des problèmes. Est-ce que finalement c'est parce que les intérêts des États ne sont pas les mêmes? L'Allemagne a une démographie qui baisse, elle a besoin d'immigration. Nous, c'est pas forcément le cas, on a Ça une viendra. bonne démographie. Si nous avons quand même besoin d'immigration, la preuve, les métiers dont je vous ai parlé, sans qualification, qui n'intéressent pas les Français. Donc on a besoin d'une certaine immigration. Mais votre question est intéressante parce qu'elle montre par-delà sa signification le besoin de contrôler cette immigration, de la doser, comme c'est le cas au Canada, comme c'est le cas en Australie. Il faut que ce débat soit public, qu'on enlève les mensonges qui servent tant aux partis anti-européens à faire fortune. Hein. Et ça, je pense qu'on doit la vérité aux Français. Pas les formules, pas les à peu près. On a besoin d'une immigration, mais l'immigration, pour moi, c'est deux choses. Le droit d'asile, c'est-à-dire recueillir les persécutés du monde, ça a toujours été le cas. Et on a besoin d'une immigration économique, et celle-là, elle doit être calibrée aux stricts besoins français. C'est le système canadien. Et contrôlé. Vous avez anticipé ma dernière question. Un mot sur les demandeurs d'asile. 435 000 demandes dans l'Union européenne l'an passé, 335 000 en 2012. Avec le conflit syrien notamment, les demandes s'accélèrent. Quel comportement adopter face à des personnes généralement en situation de détresse? Premièrement, nous devons les accueillir, nous, l'Union européenne. Il n'y a pas de 66% de rejet quand même en 2013. Oui, mais je vous répète, l'Union européenne doit les accueillir. Parce que d'abord, les immigrés, il n'y a pas que des gens pour les emplois qualifiés dedans. Il y a des chercheurs, il y a des intellectuels, il y en a même beaucoup parce que c'est ceux-là que les régimes persécutent en premier. On sélectionne? Non, on ne sélectionne pas. Le droit d'asile est un droit sacré. Nous savons bien de quoi nous parlons, nous, en France, qui avons vu toutes nos communautés juives persécutées pendant la guerre et qui étaient contents de trouver des refuges ailleurs. Mais c'est quoi ces pays où on commence à remettre en cause ce qui nous a protégés? Est-ce que nous sommes devenus des animaux à ce point pour ne plus avoir accès aux valeurs qui nous ont fait civiliser et qui ont fait une république qui a élevé ses enfants, éduqué ses enfants et qui a défendu des libertés qui inspirent l'Europe aujourd'hui? Est-ce que ce sont les valeurs de l'Union européenne également? Mais bien entendu, mais elle ne les applique pas suffisamment. Vous ne me direz pas que 550 millions d'habitants ne peuvent pas accueillir 330 000 réfugiés et persécutés. Ce n'est pas ça la question de l'immigration. C'est l'immigration économique. Il faut séparer les deux. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. C'est la fin de cet hebdo politique. Merci Jean-Marie Cavada d'avoir participé à cette émission. Je le rappelle que vous êtes non pas second, mais deuxième sur la liste du centre ça marche, hein. en Ile-de-France, une liste menée par Marielle de Sarnez. Merci également à Joseph pour la technique ici à Strasbourg. La semaine prochaine, je recevrai Alexandra Rosetti, la nouvelle maire de Voisins-le-Bretonneux. Bonne fin de week-end à tous. Et merci à vous. L'hebdo politique sur Sensation.